Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Désolé d'avance pour ma voix. Je sors d'une grosse grippe. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Il existe des lieux que l'on évite sans vraiment savoir pourquoi. Des endroits dont on parle à voix basse. Comme si les mots eux-mêmes pouvaient réveiller quelque chose. Parfois, on pense que les avertissements des anciens ne sont que des histoires pour faire peur, jusqu'au jour où la curiosité prend le dessus. Et quand on franchit certaines limites, ce n'est plus le corps qui avance, mais l'esprit qui se perd. Je m'appelle Adam. L'histoire que je m'apprête à raconter aurait aussi bien pu être racontée par mon frère jumeau, Ibrahim. On est des jumeaux identiques, nés dans un petit village. Ibrahim a toujours été mon meilleur ami. Depuis notre naissance, on s'est presque toujours bien entendu. On pouvait compter l'un sur l'autre en toutes circonstances. Avec lui, on n'avait pas besoin de se poser des questions sur la confiance ou l'amitié. Tout allait de soi. On se comprenait et on se complétait facilement. Même si on est des jumeaux identiques et qu'on a beaucoup de points communs, on a aussi des différences de caractère. Notre village était un petit village typique, où presque tout le monde se connaît. Chacun y avait tissé des liens solides avec ses voisins. Les maisons étaient individuelles, et chaque famille disposait d'un terrain, plus ou moins grand selon sa situation. Le village se trouvait loin de la ville la plus proche, et la vie y était particulièrement tranquille. Ma famille possédait un terrain de taille moyenne. On habitait au 2e étage d'une maison à 2 niveaux. En dessous, vivait mon oncle avec sa famille, dont son fils Redouane. On l'aimait comme un frère. Avec Ibrahim et Redouane, on s'entendait à merveille. On passait la plupart de notre temps ensemble, à s'amuser et à jouer depuis le plus jeune âge. Mon père perpétuait le métier familial d'éleveur. Il possédait de nombreux moutons et travaillait avec quelques bergers chargés de les faire paître. Ma mère, elle, était une femme d'intérieur. Avec Ibrahim et notre cousin Redouane, on était des enfants turbulents. Ma mère avait fort à faire avec nous. On ne restait jamais longtemps sans faire de bêtises. Pourtant, malgré cela, on était très appréciés dans tout le village. Avec le recul, je pense que c'était surtout parce qu'on était assez malins pour trouver à chaque fois des excuses ou des explications plus ou moins convaincantes. On avait soif d'aventure. Nos personnalités atypiques détonnaient dans ce village calme. La vie monotone du village n'était clairement pas faite pour nous. Quand il nous restait très peu d'argent de poche, on faisait des paris dangereux avec nos camarades d'école. Si on gagnait, on repartait avec leur argent. Si on perdait, on devait donner le nôtre. Mais il était rare que l'on perde. Ce qui était sûr, c'est que nos camarades en avaient pour leur argent, ne serait-ce que pour le spectacle. Ça pouvait être sauter du haut d'un rocher dans une rivière peu profonde, voler un œuf dans un poulailler sans se faire piquer par la poule, traverser un champ clôturé dans toute sa largeur, gardé par le chien le plus féroce du village, et j'en passe. Ma mère était tellement fatiguée par toutes nos bêtises qu'elle nous appelait les petits casse-cou du grand-père quand elle s'énervait. Je ne sais pas pourquoi, mais ce surnom me faisait rire depuis mon enfance. Un jour, elle s'était encore fâchée et nous avait dit « Attendez que votre père rentre ce soir. Je vais lui raconter toutes les bêtises que vous avez faites. Vous allez voir ce que vous allez voir, petit casse-cou du grand-père. » Après qu'elle se calma, je lui demandai « Maman, pourquoi tu nous appelles petit casse-cou du grand-père quand t'es fâché ?» Elle sourit. « Allez tous les 3 voir votre grand-père. Et demandez-lui pourquoi je vous appelle comme ça. » Malheureusement, on ne pouvait pas lui demander tout de suite. Il habitait un peu loin, dans une petite ville à une 50aine de kilomètres du village. Après la mort de ma grand-mère, et pour d'autres raisons qu'on ignorait alors, il vivait seul là-bas. Nous 3, on s'était mis en tête d'aller lui parler. Quand mon père rentra, on insista plusieurs fois pour qu'il nous emmène. Mais il n'était pas du genre à céder facilement. En général, c'était lui qui insistait pour qu'on aille voir mon grand-père. Il avait même proposé à ce dernier de rester au village. Mais mon grand-père avait refusé. « Si tu veux me voir vieillir vite, alors je resterai. Sinon,
Laisse-moi profiter un peu de ma vie et faire ce que je veux. Le lendemain, mon père nous fit monter en voiture et prit la route en direction de la maison de mon grand-père. Quand on arriva chez lui, il fut très heureux de nous voir tous les quatre. Mon père et lui discutèrent un moment. Puis mon père dit qu'il viendrait nous chercher plus tard sur le chemin du retour. Après son départ, on s'installa tous dans le grand jardin, sous l'auvent, recouvert de vignes. Mon grand-père nous posa des questions sur le village, la maison, l'école. Il avait un peu vieilli depuis la dernière fois qu'on l'avait vu. À un moment, il nous confondit. Il m'appela Ibrahim, puis appela Ibrahim Adem. On éclata tous de rire. « Grand-père, c'est moi, Adem, » lui dis-je, et Ibrahim, c'est lui. Il sourit et répondit « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, mon fils ? Vous vous ressemblez tellement. Je me demande encore comment vos parents arrivent à vous différencier. » Alors qu'on continuait à discuter, Redouane prit la parole. « Grand-père, à chaque fois qu'on fait des bêtises, ma mère et ma tante nous appellent les casse-cous du grand-père. Pourquoi elles nous appellent comme ça ?» À ces mots, mon grand-père se mit à rire à haute voix longtemps. Quand il finit par se calmer, il dit « Elles ont raison, vous tenez jamais en place mes petits ânes. » Mais comme on insista pour qu'il nous explique, il leva la main et dit « D'accord, mais ne m'interrompez pas. Je suis vieux maintenant, sinon j'oublierai. » On acquiesça et il commença à raconter. « Il y a longtemps, quand j'avais à peu près votre âge, on habitait une maison faite de terre avec mes parents. Celle dans laquelle vous vivez aujourd'hui n'était pas encore construite. À l'époque, presque tout le monde vivait dans des maisons comme ça. J'avais un très bon ami, avec qui je m'entendais aussi bien que vous entre vous. Il s'appelait Hamid. Comme vous, on était turbulents, incapables de tenir en place. Tout le village savait qu'on était des petits voyous. Mais malgré ça, on nous aimait bien. Mon père, comme le vôtre, avait hérité du métier d'éleveur. La plupart du temps, il faisait aussi le berger. Et je l'accompagnais souvent. On sortait les moutons pour les faire paître dans la plaine, au pied de la montagne. À cette époque, on avait beaucoup plus de bêtes que vous aujourd'hui. On partait très tôt le matin et on emmenait de quoi manger pour prendre le petit déjeuner dehors pendant que les moutons broutaient. On passait presque toute la journée là-bas, souvent assis à l'ombre d'un arbre. Un jour, j'étais assis avec Hamid sous un arbre et mon père se reposait un peu plus loin, à l'ombre d'un autre. À un moment, on s'aperçut que 2 moutons s'étaient éloignés du troupeau et se dirigeaient vers le pied de la montagne. Mon père était allongé sous l'arbre. Je lui criai que les 2 moutons étaient partis. Il se leva aussitôt et se dirigea vers la montagne. De l'autre côté de la prairie, au pied de celle-ci, se trouvait une grotte. Un endroit difficile d'accès, où presque personne ne s'aventurait. Les 2 moutons se dirigeaient exactement vers cet endroit. Jusqu'à ce jour-là, je ne connaissais pas vraiment les raisons pour lesquelles les gens évitaient ce coin. Avant que mon père n'arrive jusqu'à eux, les moutons étaient déjà entrés dans la grotte. Et ils n'en ressortirent pas. Je pensais que mon père allait entrer à l'intérieur pour les faire sortir. Mais il resta immobile devant l'entrée. Hamid et moi l'avions suivi de près. Quand j'arrivais à sa hauteur, je lui demandais « Papa, pourquoi tu n'entres pas ?» Il me répondit « Écoute mon fils, personne n'est jamais entré ici sans y laisser quelque chose. Cette grotte est connue pour porter malheur. Elle attire les gens et les avale. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Peut-être un manque d'air, peut-être des bêtes féroces. Personne ne le sait vraiment. » J'avais du mal à accepter ce qu'il disait. J'avais l'impression qu'il se retenait de dire ce qui l'empêchait réellement d'y entrer. Alors je lui répondis « Non, ça tient pas debout, je vais les rattraper et les faire sortir. » Au moment où je m'avançais pour entrer, mon père me bloqua le passage et dit « Écoute mon fils, ce que je viens de te dire est sérieux. C'est pas quelque chose à prendre à la rigolade ni à satisfaire ta curiosité. Je t'interdis d'entrer. Un point c'est tout. » Je n'avais pas insisté. Mais mon esprit restait accroché à l'intérieur de la grotte. Les avertissements de mon père sonnaient creux à mes oreilles. Après tout, ce n'était qu'une grotte. On n'aurait rien risqué en y entrant avec précaution. La bouche de la grotte était sombre et effrayante. Certes, mais le reste n'était qu'une légende exagérée, comme celle que le village aimait raconter pour mettre en garde contre les dangers éventuels. C'était ce que je pensais
avec le manque de maturité de mon âge. La même scène se répéta encore une fois. Chaque fois, il me semblait ridicule de m'arrêter devant l'entrée sans oser franchir le pas. Avec le temps, mon père avait vieilli et ne pouvait plus travailler comme avant. C'était moi qui avais pris la relève. Mon ami Hamid venait m'accompagner. On allait au même endroit. On faisait paître les bêtes. Puis on rentrait. Un jour, alors que je surveillais le troupeau, un mouton s'échappa et se dirigea vers la grotte. J'étais plus proche de lui que d'habitude. Hamid cria « Rattrape-le, cours !» Je courus, mais c'était trop tard. Le mouton avait déjà disparu à l'intérieur. Je me trouvais devant l'entrée de la grotte, impuissant. Hamid arriva à mes côtés et me demanda, comme je l'avais déjà fait auparavant, « Pourquoi t'es pas entré pour les faire sortir ?» Je lui racontai les avertissements de mon père. Hamid éclata de rire devant mes explications et dit « Pousse-toi, je vais les chercher. » Je refusai. « Arrête, s'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il insista. « Mais t'inquiète pas, il m'arrivera rien. » Je l'implorai. « N'entre pas s'il te plaît, Hamid, arrête. » Finalement, je parvins à le convaincre de renoncer. Quand le ciel commença à s'assombrir, on rentra avec le troupeau. Sur le chemin, Hamid ne cessait pas de me dire que j'aurais dû le laisser entrer, que c'était dommage pour le mouton, et qu'il allait mourir là-bas. Après avoir rangé le troupeau dans la bergerie, on rentra à la maison. Hamid dîna chez moi, puis rentra chez lui plus tard dans la soirée. Je regagnai ma chambre. Quand tout le monde s'était endormi, je sortis prendre l'air sur la terrasse. Il faisait frais et les alentours étaient calmes. Tout dormait. Soudain, je vis quelqu'un s'approcher. Il faisait trop sombre et il était trop loin pour que je puisse distinguer son visage. Mais quand il se rapprocha, je reconnus Hamid. Je me demandais ce qu'il faisait là, à une heure si tardive. Je lui dis à voix basse pour ne réveiller personne. « Psst, Hamid, qu'est-ce que tu fais là ?» Il ne m'entendit pas. C'était comme s'il n'était pas en état de m'entendre. J'essayai plusieurs fois, mais il continuait à marcher de manière étrange, presque comme une marionnette. Je ne comprenais pas pourquoi il irait seul dans la nuit. Je retournai dans ma chambre, pris un pull épais et descendis à l'extérieur. Hamid était déjà trop loin. Il avançait si vite que je ne parvenais pas à réduire la distance. Je me mis à courir, essoufflé, mais lui restait toujours en avance, comme poussé par une force invisible. Je le suivis jusqu'à la plaine où on faisait paître les moutons. Le pâturage était plongé dans l'obscurité. On était loin du village et de ses lumières. Personne d'autre n'aurait eu l'idée, à part un fou, de venir ici en pleine nuit, avec le froid et les dangers qui guettaient. J'appelai Hamid à plusieurs reprises, mais il ne réagissait pas. Il ne se retourna même pas. Et ce que je redoutais arriva. Il contourna le pied de la montagne et se dirigea vers la grotte. Devant l'entrée, même sous la faible lumière de la lune, l'obscurité semblait totale. On n'y voyait rien au-delà de 3 mètres. Un instant, il se tourna vers moi, puis il entra dans la grotte. À ce moment, j'ouvris les yeux. J'étais dans ma chambre. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Je ne savais pas quand j'avais dormi, mais je me sentis soulagé que ce ne soit qu'un rêve. Pourtant, un malaise persistait, un mauvais pressentiment. Il faisait encore nuit. Je me levai et sortis sur la terrasse. Et là, je le revis, Hamid, dans la rue, exactement comme dans mon rêve. Je ne pouvais pas y croire. Je me pinçais pour me rassurer que je ne rêvais pas. Ce n'était pas un rêve. Tout se déroulait comme dans mon cauchemar. Je l'appelais plusieurs fois, mais il ne m'entendait toujours pas. Je savais, au fond de moi, ce qui allait se passer, parce que je l'avais vu en rêve. Pourtant, je me disais peut-être que cette fois, ça serait différent. J'espérais qu'il retrouve ses esprits. Sans perdre de temps, je sortis de la maison. Je l'appelai plusieurs fois par son prénom. « Hamid! Hamid !» Il ne répondait pas. Il marchait le long de la rue, tel un somnambule. C'était probablement pour ça qu'il ne me répondait pas. Je n'arrivais pas à l'attraper. Par moments, il me devançait, sans que je ne comprenne pourquoi. Ces petits instants me faisaient perdre beaucoup de temps à chaque fois. Bientôt, on se retrouva sur la plaine, puis devant le pied de la montagne.
et finalement, devant la grotte. Je vivais la version réelle de mon rêve. Isolé dans cette nuit, à peine éclairé par la lumière de la lune, sans personne aux alentours pour nous aider. Hamid était devant la grotte. Je l'appelais encore et encore, espérant qu'il se réveille et comprenne ce qu'il faisait. Il n'était plus lui-même. La peur me gagnait. Ce n'était plus un rêve. Je ne pouvais rien y faire. Devant l'entrée, il me semblait si petit face à la taille de la grotte. Puis il se tourna vers moi un bref instant. Son visage était pâle, et j'avais cru apercevoir un reflet rouge dans ses yeux. Il se retourna et entra à l'intérieur. Je me retrouvais dans la grotte. Je m'arrêtai un court instant, le cœur battant. Mais je ne pouvais pas laisser mon meilleur ami seul. Peu importe ce qui m'attendait, j'entrai. L'intérieur était d'une obscurité totale. Même les yeux fermés, rien n'y changeait. « Hamid !» criai-je à haute voix. Ma voix résonnait dans l'immense cavité. J'avançais à l'aveugle, chaque pas amplifiant ma peur. À un moment, je vis devant moi une paire d'yeux brillants. Ils étaient grands et s'approchaient de moi. Je reculai, terrifié, et sortis en courant de la grotte. La chose qui s'approchait respirait de façon lourde et saccadée. Ses pas résonnaient avec un poids qui trahissait sa taille imposante. Je n'arrive pas à distinguer son visage, mais même apercevoir ses yeux avait suffi à me glacer le sang. Ce n'était pas un homme. Les bruits qu'il produisait suffisaient à me terrifier. Je me mis à fuir sans jamais me retourner. Je savais qu'il me suivait. Quand j'atteignis la plaine, je continuai à courir, persuadé qu'il n'était pas loin. Courir est une chose, fuir un danger en est une autre. Je pressentais qu'il m'avait suivi jusqu'à chez moi. Arrivé à la maison, je me précipitai dans la chambre de mon père et le réveillai. Il me regarda inquiet. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» Je bégayai. « Papa, Hamid, lève-toi !» Mon père me saisissait par les épaules, me secoua légèrement et dit « Calme-toi, mon fils, raconte-moi tout. » Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout, du début jusqu'à ce moment. Mon père me regarda avec un mélange d'interrogation et d'inquiétude sur le visage, comme s'il se demandait si j'avais d'une manière ou d'une autre provoqué ce qui était arrivé. « T'es sûr que t'as pas rêvé tout ça, mon fils ?» demanda-t-il. « Je veux pas déranger les voisins en pleine nuit. »« Papa, faut qu'on y aille avant qu'il soit trop tard. » répondis-je. Mon père s'habilla rapidement, et on sortit de la maison. On arriva devant la maison de Hamid. Mon père frappa plusieurs fois à la porte. Finalement, le père de Hamid ouvrit, le visage inquiet. « Khair, Inch'Allah, que ce soit pour un bon présage. Tout va bien chez vous ?» Mon père lui raconta tous les événements. Le père de Hamid, pris de panique, se précipita vers la chambre de son fils. À son retour, Hamid était à ses côtés. Son visage montrait qu'il venait à peine de se réveiller. J'étais sous le choc. « Comment ça se fait? Je t'ai vu entrer là-dedans. » Hamid me regarda étonné. « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as de la fièvre ou tu as rêvé tout ça? J'ai même pas bougé de chez moi. » Mon père, gêné, s'excusa. « Désolé de vous avoir dérangé à cette heure. Mon fils est confus. Il doit être fatigué. » Sur le chemin du retour, mon père me passa un savon que je n'oublierai jamais. « Maintenant tu vas arrêter de penser à cette maudite grotte. Tout ça est de ma faute. J'aurais dû jamais t'écouter. Tu te rends même pas compte de ce qu'ils ont dû penser de nous. » Je l'écoutais sans vraiment l'entendre. Mon esprit essayait de comprendre comment Hamid avait dû se retrouver chez lui, alors que je l'avais vu bien éveillé entrer dans la grotte. Arrivé à la maison, je me précipitai dans ma chambre. Je serrai les poings. La colère montait en moi. J'essayais de trouver une explication. Soit il y en avait une, soit je perdais la tête. Il n'y avait pas d'autre possibilité. J'y réfléchis toute la nuit jusqu'au matin sans trouver la moindre réponse. Imaginez un instant, vous faites un rêve, sans même savoir à quel moment vous vous êtes endormi. Dans ce rêve, il arrive quelque chose d'effrayant à votre meilleur ami. Vous vous réveillez avec la peur au ventre, soulagé que ce ne soit qu'un cauchemar. Puis, en prenant l'air, vous revivez exactement les mêmes événements, cette fois en étant parfaitement éveillé. Vous essayez d'aider votre ami en pleine nuit. Vous allez prévenir ses proches, et vous le retrouvez chez lui, dans son lit, à peine réveillé, comme si rien ne s'était passé. J'avais passé une nuit blanche.
Aux premières heures du matin, quelqu'un frappa fortement à la porte. Mon père, déjà levé, ouvrit. Je pouvais entendre leur conversation. La voix du père d'Hamid, paniqué, s'élevait au-dessus de la mienne. « Est-ce qu'Hamid est à côté de toi ?» demanda-t-il. « Tu l'as vu ?»« Calme-toi, mon oncle. »« Il n'est pas là, » répondis-je. « Comment ça se fait qu'il ne soit plus à la maison ? Il dormait dans sa chambre cette nuit. »« Je vous avais tous prévenu, vous ne m'avez pas cru. » murmurai-je. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-il maintenant ?»« Je ne sais pas, » répondis-je. On se mit alors à le chercher dehors, autour de la grotte. Mais il était introuvable. Les parents d'Hamid étaient abattus. Pour moi, ce qui s'était passé avait forcément un rapport avec la nuit précédente. La seule idée qui me venait à l'esprit était d'aller dans la grotte. Mais la peur me paralysait. Pourtant, il fallait y aller pour Hamid. Mon père, le père de Hamid et moi, on entra ensemble jusqu'à l'entrée de la grotte. Sans attendre les autres, j'entrai le premier. Quelques mètres à l'intérieur, je distinguais Hamid dans la pénombre. Il était allongé par terre. « Venez vite !» criai-je. « Je l'ai retrouvé, il est là, immobile !» Il avait des bleus partout et de multiples blessures. À un moment, j'avais eu peur qu'il soit mort. Puis mon père et le père de Hamid arrivèrent à mes côtés. Son père éclata en sanglots. Je posai ma tête contre le cœur de Hamid et l'entendis battre. « Ne t'inquiète pas, mon oncle, il est vivant !» lui dis-je. Alhamdoulilah, il vivait encore. On sortit de la grotte et l'emmena le plus rapidement possible à l'hôpital. Alors que les médecins s'occupaient de lui, on apprit qu'il s'était luxé l'épaule, qu'il avait de nombreuses fractures aux doigts et aux pieds, ainsi que de multiples ecchymoses et d'hématomes indiquant qu'il avait reçu de nombreux coups sur le corps. Il allait devoir rester quelques jours à l'hôpital. Mais sa vie n'était plus en danger. À sa sortie, il reçut également un suivi psychologique. Ses comportements n'étaient plus normaux. Quoi qu'il avait vu dans la grotte, c'était ça qui l'avait profondément marqué. Un jour, alors que je le trouvais seul dans sa chambre d'hôpital, Hamid m'attrapa le bras et me tira vers lui. À voix basse, il murmura « Il y a un trésor précieux là-bas. » Il allait ajouter autre chose, mais se tut aussitôt que les infirmières entrèrent. Ce qu'il avait dit attira ma curiosité, mais pas pour ce supposé trésor, mais parce que je voulais savoir pourquoi il n'avait pas parlé de ce qu'il avait réellement mis dans cet état. Je me disais que ses perceptions étaient peut-être altérées par le choc de ce qu'il avait vécu dans la grotte. Quand il quitta enfin l'hôpital, Hamid avait changé. Il ne voulait plus s'approcher de la grotte, ni même en parler. Voilà, c'était la punition que l'on avait reçue pour ne pas avoir écouté nos grands. Mes enfants, n'oubliez jamais d'écouter les avertissements de vos proches. Et surtout, ne vous aventurez jamais là-bas. Après avoir terminé son histoire, mon grand-père ajouta « Je ne vous demande pas de ne jamais faire de bêtises, mes enfants. Mais n'en faites jamais de très graves qui pourraient parvenir à mes oreilles. » Puis il éclata de rire à haute voix. En quittant la maison de notre grand-père, il n'y avait qu'une seule chose sur toutes les lèvres, le trésor. On se demandait s'il était vraiment possible qu'il y en ait un. De retour chez nous, mon père nous laissa tranquilles. Moi, Ibrahim et Redouane, on passa dans ma chambre et commença à discuter. Redouane se lança le premier. Jamais de la vie je ne mettrai un pied là-bas. Je préfère vous le dire dès le départ, les gars. Ibrahim et moi, on se regarda et on éclata de rire. Redouane avait parfaitement compris que, derrière nos rires, il se cachait le fait qu'on irait quand même à la grotte. Pourtant, au fond de moi, je me demandais s'il ne pouvait pas y avoir un vrai danger. Un animal sauvage peut-être. Je pense que Redouane pensait la même chose. Il ajouta « S'il faut y aller, il faut réfléchir avant, les gars. Comme faire un plan. » Même si notre grand-père ne nous avait pas parlé d'un trésor, après avoir entendu le reste de son histoire, on serait de toute façon allé à la grotte. Mais malgré la décision, une peur sourde persistait en nous trois. Si vous trouvez une incohérence dans ce que je vous raconte, je vous l'accorde. Mais rappelez-vous, on était de jeunes adolescents, avec l'esprit que je vous avais décrit au début de l'histoire. Faire des choses dangereuses, c'était normal pour nous. À cet âge-là, réfléchir correctement est un luxe, surtout pour nous trois. Ce que notre grand-père racontait nous avait profondément marqués. Il fallait y aller, même si une peur sourde était tapie au fond de moi. Cette nuit-là, quand j'avais éteint la lumière et allongé au lit,
Je craignais un peu plus l'obscurité que d'habitude. Tous les objets de la chambre semblaient changer d'apparence dans l'ombre, devenant menaçants. Le vent se mêlait à une pluie orageuse. À chaque éclair, j'apercevais des mouvements de créatures ayant la forme des objets. Mais tout redevenait normal juste après. Peut-être un jeu de mon esprit, me rassurais-je. Mais c'était plus fort que moi. Je tirais la couverture sur ma tête. Essayant de me protéger de ces créatures, je résistais à mon sommeil. J'avais peur de dormir. J'essayais de garder les yeux ouverts, mais ils se fermaient malgré tout. À un moment, j'entendis des tapotements venant du placard. Je me disais que c'était peut-être le vent qui faisait bouger la porte entr'ouverte. De là où j'étais, impossible de voir l'intérieur sans me lever. Et ne pas le voir me faisait encore plus peur. L'incertitude restait en place. Mais il fallait savoir. Je rassemblais mon courage et me levais. J'allais vers le placard. La porte était bien entr'ouverte. Je la fermai et retournai vers le mur en face. Et j'aperçus une ombre de forme humanoïde qui bougeait. Je sortis au plus vite de ma chambre et allai réveiller Ibrahim en le secouant par les épaules. Ibrahim se réveilla, encore à moitié endormi, en colère. « Qu'est-ce que t'as encore ? Pourquoi tu m'as réveillé ? Il y a quelque chose dans ma chambre, dis-je. Ibrahim se redressa, soupira et répondit. C'est l'orage, le vent et ton imagination. Je veux dormir, Adem. Reste dans mon lit. Puis il se leva énervé pour aller dans ma chambre. J'essayai de l'empêcher, mais il n'y avait rien à faire. Il y a là, je restais figé, assis sur le lit d'Ibrahim à attendre. Le vent continuait de souffler, la pluie tombait, les orages éclataient, et tout semblait normal dans la chambre d'Ibrahim. Jusqu'au matin, je n'avais pas fermé les yeux. Au matin, Ibrahim me dit « Tu m'as pas laissé dormir tranquille, espèce de trouillard. » Il se moquait de moi, et je n'avais pas su quoi répondre. Peut-être que la fatigue et les orages de la nuit avaient fait travailler mon imagination. C'est vrai que j'avais toujours été mal à l'aise quand le tonnerre frappait le ciel en pleine nuit. Je n'avais pas détaillé ce que j'avais cru voir à Ibrahim. Je ne voulais pas l'effrayer. Quelques jours plus tard, ma mère était descendue prendre le thé en bas avec ma tante. On s'était retrouvés pour discuter d'un plan pour aller à la grotte. Ibrahim, Redouane et moi. On était tous les trois assis dans le salon. Je leur dis « Alors, vous avez réfléchi pour la grotte ?» Ibrahim répondit « D'accord, pourquoi pas. Mais si nous arrivait quelque chose de grave comme grand-père l'a raconté, qu'est-ce qu'on ferait ? T'as pensé à ça ? Et s'il y avait un animal sauvage à l'intérieur ?» Je lui dis « J'y ai pensé. Ce que grand-père nous a raconté remonte à 40 ans. On risque rien. Et s'il y avait vraiment un animal, il doit être mort depuis longtemps. Si on mettait la main sur ce trésor, on serait riche et on garderait ça secret. » Redouane nous écoutait attentivement, mais il avait l'air inquiet. Même s'il voulait y aller, tout montrait qu'il hésitait. Ibrahim pensait comme moi, mais il avait peur qu'un accident imprévisible nous arrive à l'intérieur. Il avait raison, mais ça valait le coup d'essayer. Je leur dis « Imaginez qu'on tombe sur des lingots d'or, ça changerait nos vies. » Redouane intervint. « Ok, moi j'amène la pioche et la pelle. Et vous amenez les torches. Grand-père a dit qu'on n'y voyait rien à 3 mètres. » Bah voilà. Et toi Ibrahim, pourquoi t'hésites encore ? Qui est le trouillard maintenant ? Allons-y. Et revenons avec tout l'or qu'il y a là-dedans. Ibrahim dit « C'est bon pour moi. On y va quand ? Demain on séchera les cours l'après-midi. Personne ne verra notre absence. » Le lendemain, très tôt, Redouane apporta la pioche et la pelle. Ibrahim et moi, on prit les torches et les criques de mon père, et 2 piles de rechange. On cacha les affaires dans les buissons au pied de la montagne. Puis on retourna au collège. On était tous les 3 dans la même classe, mais toute la journée, la grotte restait dans nos esprits. Je me disais au fond de moi, Inch'Allah, il y a un trésor là-dedans, et on le trouvera. Personne à part nous ne savait ce qu'on allait faire. Après les cours, à la pause du déjeuner, on quitta le collège. Sur le chemin, on se répétait qu'il fallait rester ensemble à tout prix dans la grotte, marcher en rang serré. Plus on approchait, plus l'inquiétude nous gagnait. Arrivé au pied de la montagne, on reprit nos affaires cachées. Après un court moment de marche, on se retrouva devant l'entrée de la grotte. L'inquiétude céda à la peur, mais peu importe ce qui arrivait, il fallait entrer et chercher le trésor.
On alluma les torches et entra. Faire demi-tour était impossible. On alluma les torches et entra. Je me mis devant. Ibrahim et Redouane juste derrière. Dès l'entrée, il faisait vraiment très sombre. Comme grand-père l'avait dit, la lumière ne pénétrait presque pas à l'intérieur. On ne voyait que là où on éclairait les torches. L'intérieur semblait un labyrinthe rempli de cavités. Plus on avançait, plus on sentait la profondeur de la grotte. L'atmosphère était oppressante, mais rien ne semblait dangereux. Je me retournai et leur dis « Je vous l'avais dit, il n'y a rien à craindre. Cette grotte est vide. Il n'y a que de l'obscurité. Faut qu'on aille au bout. Et qu'on creuse près du grand rocher comme grand-père a dit. » On continua d'avancer, essayant de garder notre sang-froid. Le silence était si profond qu'on entendait notre respiration. Je me préparais mentalement à tout danger imprévu. Plus on avançait, plus l'air se raréfiait, ce qui nous empêchait de réfléchir clairement. On avait du mal à respirer. À un moment, le plafond devint très haut, et des dizaines de chauves-souris surgirent de nulle part, fonçant sur nous. Elles étaient dérangées par notre présence, et volèrent vers l'autre bout de la grotte. On se baissa accroupi, protégeant nos têtes avec les mains. Mon cœur battait à tout rompre. Redouane poussa un cri. Je lui dis « Calme-toi, c'est que des chauves-souris. » On se reprit et continua à marcher. On arrivait au bout de la grotte. Un gros rocher se dressait devant moi. Ibrahim m'éclaira avec sa torche. « Je l'ai vue, elle est là. »« Oui, ça doit être celle qu'on cherche, » dis-je. Redouane éclairait le chemin par lequel on était entré. Ibrahim et moi, on éclairait tous les recoins devant nous. On plaça les torches pour voir le sol et on commença à creuser. La terre n'était pas dure, mais on voulait faire vite. L'air manquait et l'inquiétude montait. À un moment, je levai la tête pour regarder par où on était arrivé et demandai à Ibrahim « Il est où Redouane ?» Il lâcha sa pioche, prit sa torche et pointa derrière lui. Il était là à l'instant. Redouane avait disparu. La panique monta. Je dis à Ibrahim « Pas la peine de paniquer, peut-être qu'il est allé se soulager. » Juste à ce moment, on vit Redouane s'approcher. Mais ce n'était pas lui. La créature qui avançait était plus grande, sans cheveux, et produisait des bruits effrayants. Elle murmurait des choses incompréhensibles. Je dis à Ibrahim « C'est pas Redouane. » Ibrahim était sous le choc, immobile. Je lui dis « Allez, faut fuir !» La chose continuait d'avancer. J'attrapai Ibrahim et le tirai hors du trou. Il dit « Le trésor est presque déterré, faut qu'on reste un peu plus. » « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu tiens plus au trésor qu'à ta vie ?» Quelque chose dans la grotte embrouillait nos esprits. Redouane avait disparu. Ibrahim délirait. Et une présence maléfique nous approchait. On manquait d'air. Je tirai Ibrahim vers moi, longeant la paroi de la grotte pour esquiver la créature. On courait vers la sortie. Elle nous poursuivait. Je me retournai. Elle n'était pas seule. Plusieurs autres arrivaient. Je criais. « Ne te retourne pas, continue à courir !» Ibrahim heurta une pierre, perdit l'équilibre et tomba, m'entraînant avec lui. Les créatures tendirent le bras pour nous attraper. Je récitai la profession de foi, la shahada. Plusieurs lumières de torches apparurent. Des âmes couraient vers nous. Les créatures reculèrent et disparurent dans les profondeurs de la grotte. Redouane avait senti le danger et était sorti chercher de l'aide. Son action nous avait peut-être sauvés. Ibrahim était sous le choc. Moi je bégayais. « Sortez-nous d'ici !» Mon père et mon oncle nous emmenèrent à l'hôpital. Dehors, je retrouvais l'air frais, appréciant chaque respiration. À l'hôpital, on reçut les premiers soins. Nos parents nous remontèrent les bretelles. Et ils avaient raison. On s'en était sorti de peu. On prit conscience de l'absurdité de nos actes. C'était comme si quelque chose m'avait attiré là-bas, m'avait embobiné l'esprit avec ses waswasa, ces pensées maléfiques qui induisent en erreur. Quand on se calma, on raconta tout à nos parents, mais on ne parla pas de notre grand-père. On ne voulait pas qu'il subisse les conséquences de nos erreurs. Après ce jour-là, le sujet ne fut jamais réouvert, et on ne passa plus jamais à côté de la grotte. Quelque temps plus tard, mon père et mon oncle bouchèrent l'entrée de la grotte. Ils déversèrent des pierres depuis un camion, puis les tassèrent à la pelle. Après ces événements, même si j'avais eu encore quelques cauchemars pendant quelques nuits,
je décidai de laisser tout ça derrière moi. Je me promis de ne plus jamais me livrer à ce genre de folie. Ce jour-là, je compris à quel point les paroles de ma mère étaient précieuses. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Et si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi utiliser la fonction booster la vidéo pour faire grandir la chaîne. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.